Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des aventurières dans les coulisses. Dans cet épisode, on va aller dans les coulisses de J'aime la paperasse et de sa créatrice, Stéphanie Jeancart. On a eu envie d'interviewer Stéphanie parce que déjà, moi, ça fait un petit moment que je la connais et que je la suis et j'avais très envie de voir comment ça fonctionne pour elle. En plus, Stéphanie, elle était fonctionnaire, donc c'est intéressant d'aller voir le comment et pourquoi alors qu'on a un job tranquille et qu'on a un bébé en route et déjà un premier, on se lance dans le monde un peu fou de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, dans cette interview, Stéphanie nous partage son histoire, comment elle est devenue entrepreneur, les choix qu'elle fait, ce qu'elle kiffe au quotidien et comment on peut vraiment aimer la paperasse, ainsi que le switch qu'elle a pu faire euh, dans, euh, dans son activité, qui n'est pas finalement l'activité à laquelle elle pensait en se lançant. Donc, je te laisse découvrir cette interview qui va donc passer par le monde de la fonction publique, le monde de la maternité aussi, comment on fait pour jongler avec tout ça, et puis tout simplement le monde également de la micro-entreprise. Et bien sûr, toujours à la fin, la question qui tue de l'or. Bienvenue à toutes et à tous. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Jeancart, qui est à l'origine la fondatrice de J'aime la paperasse. Donc Stéphanie, elle est formatrice en création et gestion d'entreprise. Plus clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Stéphanie, elle aide les entrepreneurs à mieux comprendre l'administratif et surtout à ce que l'administratif ne soit pas un obstacle dans notre vie d'entrepreneur, ce qui peut être le cas à travers des formations, notamment sur le lancement de la micro-entreprise, sur quelque chose qui nous parle, le Datadoc, Calliope et toutes ces joyeusetés, et sur la TVA aussi, encore autre chose qui me parle beaucoup, moi. À travers donc des formations et des contenus en ligne. Tu as un blog, tu as un Instagram et aussi un podcast où tu partages plein de choses. Alors, à l'origine, il faut savoir que Stéphanie avait un métier qui nous parle bien, qu'elle était inspectrice des impôts. Donc, en termes de... En plus, en fiscalité professionnelle, donc tu as vraiment le background qu'il faut pour nous donner plein d'infos là-dessus. Et du coup, tu as créé J'aime la paperasse en 2018. Et depuis 2020, depuis presque un an, tu me disais, c'est ton job à plein temps. Et voilà, donc c'est super cool. Je sais qu'on a déjà été amenés à travailler ensemble. Donc, je suis hyper contente de te recevoir là. Et aussi, il faut savoir que tu n'es pas que une entrepreneur, tu es aussi maman de deux petits pitchouns, donc, qui sont enfin à l'école, trop bien, tous les deux. Et j'ai noté que tu étais fan de puzzle et de cuisine, de bonne cuisine. Est-ce que j'ai tout bon? T'es trop bien renseignée. Mais ouais, j'ai fait une enquête. Je sais pas, est-ce que j'ai oublié des choses? Tu voulais ajouter quelque chose ou Non, je crois que tu as tout dit. Eh bien, parfait, parfait. Et aussi, si tu as fait notre test, notre quiz, et donc il en ressort, et je suis ravie que tu es chercheuse, qui a le même profil que moi. Chouette. Qui pour Ouais, l'instant est un profil réponse. rare chez nous. C'est le profil le plus rare des gens qui nous suivent et qui font le quiz, en tout cas. C'est le profil le plus rare. On attire beaucoup d'exploratrices. Ah. On se demande pourquoi. C'est peut-être ma faute. Mais c'est vrai que c'était intéressant, oui, le quiz, même si la réponse était évidente avant de le faire. Ouais. Et quand tu dis que c'était intéressant, du coup, il y a quelque chose en particulier qui t'a intrigué dedans ou qui t'a renseigné, rassuré Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout d'avoir la manière dont c'est présenté, en fait, un autre point de vue. C'est-à-dire que les caractéristiques, chez moi, c'est assez fort pour que je sache, voilà, mon profil, il est très marqué. Mais cette façon de le présenter et sous l'angle positif, c'est toujours intéressant. Ok. Et surtout que moi, comme je suis de l'autre côté du fonctionnement, je suis très fascinée par les gens introvertis et structurés. Je me dis, ah, comment fonctionne leur cerveau, ça a l'air génial. Ah ouais? Oui, oui. Et d'ailleurs, rien que le nom de quand Cécile a dit, oh, il faut qu'on fasse une interview Stéphanie, j'aime la paperasse, j'étais là, qui est cette personne? Comment c'est possible?
C'est, c'est quoi le rêve, l'élan, le déclic, on va dire, de passer de ton job, qui en plus, du coup, dans le fonctionnariat, était quelque chose d'assez sûr, Mm. à l'aventure de l'entrepreneuriat et à j'aime ma paperasse. Comment a été le déclic de monter ça? C'est un mélange de plein de choses, en fait. Déjà, au niveau de la fonction publique, le cadre ne m'allait pas. Le cadre trop rigide, voilà, bon, on connaît tous hein, l'administration, ça bouge difficilement, tout est très codifié. Même quand on voit que ça ne va pas, bah, ça bouge pas. Donc tout ça, voilà, je le vivais assez mal. J'étais pas du tout satisfaite au niveau professionnel, en tout cas dans le temps. Donc il y avait déjà ça, et donc je recherchais autre chose. Après, ce qui a fait aussi, c'est que je voyais les professionnels, mais toujours, comment dire, j'ai l'impression qu'ils arrivaient au moment où ça n'allait pas. En général, c'était ça, c'est qu'il y avait déjà un problème, et j'avais toujours ce truc de me dire, mais pourquoi on ne leur explique pas? Si on leur expliquait les choses dès le départ, ça éviterait plein de problèmes après, parce que la plupart des gens, ils sont de bonne volonté, mais simplement, ça passe pas, quoi. Ils comprennent pas, ils arrivent face à un mur. Donc voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à vouloir aider simplement en donnant des conseils, et après, c'est devenu mon activité. Ok. Ok. C'est quoi du coup les valeurs ou les trucs qui sont non négociables dans ton business? La première qui me vient comme ça, c'est la confiance. C'est vraiment un truc pour moi. Euh, voilà, que quand on dit quelque chose, bah, c'est ça, c'est pas avec une arrière-pensée de calcul. Voilà, les choses doivent être claires. Ça, c'est Ok. vraiment la chose fondamentale. Authentique du coup. Enfin, Ouais. l'authenticité, le... Ouais. Et enfin, au début, du coup, tu avais envie de donner des conseils. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, tiens, ça peut vraiment être une activité à plein temps ou quelque chose auquel j'ai envie de consacrer vraiment mon énergie? Est-ce qu'il y a une vision particulière pour cette entreprise où tu te dis, ah, mais j'ai trop envie de faire ça? Enfin, comment, comment ça a marché de passer de, OK, je donne des conseils, je vois qu'il y a un besoin, Mm. à, ah ouais, mais là, ça va devenir carrément mon activité et ouais, l'endroit où je mets toute mon énergie professionnelle, on va dire. Alors d'abord, au tout départ, mon idée, c'était d'être assistante. C'était pas du tout la formation. Sauf que à chaque fois, on venait vers moi pour mes compétences dans l'administratif. De toute façon, j'ai toujours baigné dedans. Avant d'être dans l'administration fiscale, à la base, j'étais en comptabilité. Donc, voilà. Donc, c'est venu comme ça par les gens qui venaient vers moi, en fait, pour ça. Et puis, bah, voilà, avec le blog, les conseils. Et je me suis rendu compte vraiment que j'aimais cette transmission. Donc, j'ai fait un premier essai. C'était pas vraiment structuré, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord, mais essayer de construire un petit peu ça sous forme de formation. Et au départ, le succès n'était pas, voilà, hein. Mais les quelques clients que j'ai eus au départ, j'ai senti vraiment que ça les aidait, vraiment, que ça faisait une vraie différence, et que moi, j'aimais cette transmission. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée au départ à vraiment en faire mon activité, et au fur et à mesure à abandonner la partie même assistante et tout ça. Vraiment me focaliser sur la formation. Ok. C'est Du coup, c'était pas, enfin, il n'y a pas forcément eu tout de suite autant de clientes que ce que tu aurais pu vouloir ou espérer, mais il y avait un tel kiff avec les clientes qui étaient là que tu t'es dit, non, mais il faut, enfin, j'y vais, quoi. C'est ça? Ben, en fait, j'ai pris ça comme une validation, parce que au départ, j'avais déjà une idée. En plus, je suis retombée sur des notes qui dataient de plusieurs années, parce que l'idée d'entreprendre était quand même là depuis longtemps, mais sans avoir vraiment de projet, en me disant, ben, on verra un jour peut-être, voilà, que ça va sûrement se faire un jour. Je n'avais pas de projet. Et à un moment, j'avais noté l'idée d'accompagner les créateurs d'entreprises. Et je me rappelle que j'avais abandonné ça parce que même avec les conseils que j'avais reçus, c'était ouais, mais en même temps, les gens, ils lancent leur petite boîte, ils n'ont pas d'argent pour ça, ils vont pas investir là-dedans, donc bon, laisse tomber.
Et donc, voilà, j'avais enterré ça. Et au final, ce que j'ai réalisé des années après, bah, c'est ça. Sous une autre forme, mais c'est exactement ça. Hmm. C'est intéressant, c'est quelque chose que moi je vois souvent chez nos clientes quand on se lance et que j'ai eu aussi ce truc de projeter des choses sur le public avant de dire, bah voilà, non mais de toute façon ils n'auront pas les moyens de projeter sur le public sans avoir testé. Et là, ce que tu as fait Ouais. finalement, bah, au départ tu as projeté et du coup tu n'y es pas allé tout de suite, mais après c'est juste tester. Et le test s'avère concluant, bon, bah, on passe la seconde, quoi. Et on va plus loin. Donc, c'est super intéressant. Et à l'inverse, des fois, tu te dis, ah, ça va faire un carton, c'est obligé, trop de gens en ont besoin, c'est trop bien, tu lances et Oui, aussi. le test. Le test, ouais. Ouais. Le test en mode facile, comme tu disais, tu vois, pas trop structuré ou quoi, mais justement, c'est un test. Et faut pas non plus investir plein de temps et ou d'argent sur un test qui est là juste pour valider. Et après, on y va, quoi. Donc, c'est cool. Merci pour ce partage qui est hyper chouette pour tous les entrepreneurs qui ont des idées à tester. Et puis, juste pour l'anecdote, en fait, au tout départ, c'était une vente, hein, une cliente. Bah oui. Donc, voilà, il suffit de pas grand-chose, mais ça permet au moins de valider vraiment bah, ce qu'on ressent par rapport à ce projet si on a envie d'aller plus loin. Si pour Exactement. une personne, tu le fais, c'est que ouais, ça vaut le coup. Ouais. Bah oui, on peut pas savoir avant d'avoir fait. Et une, bah, on a toutes et tous commencé par une, en fait, ou un. Mais on peut pas savoir avant de tester. Et du coup, ouais, c'est comme avec les enfants. Il faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas ou qu'on aime. Voilà. Ah, j'ai cru que tu allais dire, c'est comme avant de faire des enfants, et j'allais dire, justement là, la grosse Là, tu peux pas arnaque tester. de faire des enfants, c'est quand même que tu peux pas tester. Tu peux tester en regardant un neveu ou une nièce, mais c'est pas pareil quand même. Non, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Est-ce qu'elle est en train de dire aux gens d'abandonner leurs enfants? Il faut tester avec les enfants. Vous en faites un, vous voyez si vous l'aimez, vous le laissez si vous l'aimez pas. Non, c'est pas pareil. Je n'irai pas jusque-là. Hmm, comment ça, c'était quel timing? Tu l'as lancé il y a combien de temps et t'es passé à plein temps il y a combien de temps justement sur ta boîte? Alors, ça a été progressif, mais pas vraiment de mon plein gré. J'avais une obligation de servir l'État. Et bah, voilà, quand tu es fonctionnaire, tu fais pas ce que tu veux. Tu crées pas ton entreprise comme ça quand tu as envie. Il faut demander l'autorisation. Ça a mis des mois à obtenir l'autorisation. Et ensuite, je savais que j'étais limitée, qu'au maximum, j'allais pouvoir faire 3 ans de cumul. Mais au minimum, il fallait que je reste encore 2 ans. Donc, c'était vraiment mon cap. Donc, j'ai fait mes 2 ans. Donc, j'ai lancé vraiment ma boîte en octobre 2018. En octobre 2020, j'étais partie. Plan Ouais. respecté. Ouais. Donc du coup, tes enfants, ils étaient tout jeunes, voire en train de voir le jour, non? Ben, ma dernière avait 7 mois. Non, 10 mois. Ouais. Ouais, t'as Donc oui, elle Ok. fini. était petite. Ah, bah, total. Et là, je suis intriguée puisque c'est, bah, du coup, en tout cas, moi, c'est pas du tout mon expérience. Je sais que c'est plus proche de l'expérience de Cécile. Comment, moi, de mon point de vue de personne qui n'a pas d'enfant, ça me paraît complètement fou de lancer un projet entrepreneurial et en même temps avoir des jeunes enfants. Et je me dis, waouh, comment, est-ce que tu avais une sensation qu'il y avait un risque à cet endroit-là? Est-ce que c'était pas du tout présent dans ton esprit et tu t'en foutais? Comment ça s'est, comment ça se goupillait aussi par rapport au reste de ta vie, pas que les enfants, mais aussi Mm. le reste de ta vie et de tes projets, quoi. Ben, en termes de risque, je vais dire qu'il n'y en avait pas vraiment parce que de toute façon, j'avais mon travail. À tout moment, je pouvais arrêter et rester sur mon emploi. Donc, voilà. Au départ, il n'y avait pas de risque. Après, la question de la charge, elle s'est quand même posée au bout d'un moment. Euh, Par rapport au temps, il y avait la question de temps, mais surtout la charge mentale.
d'être à la fois dans un travail où je me sentais mal et de gérer plein de choses. Alors oui, ça me faisait du bien, ça me maintenait justement d'avoir cette deuxième activité qui était stimulante, mais à un moment, ça fait beaucoup, plus les jeunes enfants et tout, ça fait beaucoup. Donc à ce moment-là, au bout d'un an à peu près, je suis passée à mi-temps. Donc voilà, ça me permettait de souffler un peu, aménager un peu mon temps de travail. Et puis, j'ai tenu comme ça pendant encore un an, mais c'est vrai que sur la fin, c'est éprouvant, ça c'est sûr. Ouais. J'ai testé. J'ai testé aussi, je confirme. Ça Ouais. ne peut pas durer des mois. Ouais, il y a un moment, c'est... Ouais. Ouais, On a hâte de passer à autre chose, ouais. c'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu projetais des choses sur comment ça serait entrepreneur? En fait, est-ce qu'il y a eu un fossé entre la réalité de ce qu'est l'entrepreneuriat et ce que tu projetais, si tu projetais des choses, tu vois, des choses auxquelles tu t'attendais pas? Euh, ouais, le fossé entre le rêve et la réalité. Ben, faussé, pas vraiment, en fait. Déjà, j'avais quand même une idée de ce que c'était de par mes parents. Ok. Plus après mon travail où j'étais quand même au contact des professionnels. Donc, voilà, d'une certaine manière, j'avais quand même un pied dedans. Ensuite, ça a été très progressif. J'ai commencé par lancer... en fait, j'ai pu me focaliser sur la partie communication, construire mon projet tout doucement, le faire pivoter sans difficulté parce qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'enjeu. Donc, tout est allé assez progressivement. Donc, voilà, j'ai pas vraiment ressenti de fossé. Le seul moment quand même où j'ai eu un petit peu ça, c'est plus quand je suis passée à temps plein. Parce que dans ma tête, je laisse une activité qui m'occupe un certain temps, même si j'étais à mi-temps, voilà. Et donc, tout ce temps-là, je vais le récupérer et je vais pouvoir faire plus. Pas du tout. Pas du tout, parce que dans un premier temps, c'est récupérer de toute cette charge qu'il y a eu pendant des mois. Et puis après, c'est simplement vivre de manière plus confortable, mais Mm. pas faire plus. Parce Mm. que j'ai tellement donné là pendant ces 2 ans de cumul qu'après, je ne me voyais pas en fait continuer comme ça, à être, voilà, à toujours pousser comme ça. Non, c'était juste reprendre une vie normale, un rythme plus cool et commencer tout doucement à profiter justement du fait d'avoir cette liberté. Ouais. Trop bien, trop bien. Ok. Euh, Tu disais, du coup, tes parents étaient entrepreneurs ou un de tes parents était entrepreneur? Ouais, ma mère était comptable en plus. Les chiffres et la paperasse, c'est de famille. Donc. Voilà. Donc, ouais, les histoires d'entreprise, de gestion administrative, tout ça, j'ai un petit peu vu les galères. Après, bon, c'est un autre type d'entreprise avec la gestion de personnel. Justement, là, voilà, tu te dis, ouais, dans ma vision, on va voir. Hein. Je ne suis pas sûre que ça se développe comme ça parce que j'ai vu ce que c'est, je sais pas. Mm. Mais ouais, du coup, j'ai un peu baigné dedans. Ouais. Ok. Non, mais c'est Et le intéressant. nom, bah, est-ce que ça... J'ai juste envie de savoir comment... le nom, comment ça t'est venu? J'aime la paperasse, c'est génial comme nom, mais t'as eu l'idée tout de suite? C'était un éclair? Comment c'est venu? Donc, pour remettre dans le contexte, c'était vraiment sur l'activité d'assistante, en me disant, les gens, ils sont saoulés de la paperasse. Ok, la paperasse. Et donc, j'ai cherché comme ça. J'ai retenu, il y avait file ta paperasse, quelque chose comme ça. Mais là, je me dis, ouais, bof. La fée paperasse et j'aime la paperasse. Ouais, bon, pourquoi pas. Voilà, c'est celui qui me paraissait plus, j'ai pas envie de dire neutre, mais Ouais, mais il est cool. C'est vrai que j'adore. Depuis le début, j'adore ce nom. Moi aussi, j'aime la paperasse en même temps, mais, mais c'est cool. Puis en plus, du coup, ça recouvre. Ce qui est marrant, c'est que ça marche aussi avec ton activité de maintenant, en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas un nom. Enfin, au départ, tu l'as choisi pour si tu voulais être assistante, mais ça matche bien avec les formations que tu proposes, en fait. ouais. Donc, c'est cool. C'est cool. Et du coup, aujourd'hui, pour passer sur le
comment ça fonctionne chez J'aime la paperasse. Comment ton entreprise fait son chiffre d'affaires. En fait, tu vends, on l'a dit, tu vends des formations. Tu as beaucoup d'offres, tu as peu d'offres. Comment c'est structuré en fait? Qu'est-ce qui fait rentrer qu'est-ce qui fait rentrer l'argent en gros? J'ai une formation principale. On va Ok. dire que c'est cette formation sur la micro-entreprise qui fait vivre mon entreprise. Après, à côté de ça, je développe de temps en temps des produits, mais c'est plus... c'est un peu dans l'esprit de test. Au départ, c'était sur Notion, par exemple, comme je l'utilise tout le temps, et puis à force d'entendre « Ah, j'aimerais bien avoir la même chose, mais tout fait, hein, j'ai pas envie de faire tout ça, là, de passer des heures dedans. » Bon, bah allez, j'ai lancé ça. Puis après, je me dis on peut aller un petit peu plus loin. Et donc, c'est comme ça qu'après, je suis partie sur une formation plus sur les organismes de formation parce que j'ai remarqué que les gens venaient vers moi vraiment pour cette partie-là. Et donc, voilà, je développe des choses comme ça à côté, mais c'est plus à côté de ma formation principale. Ok. Et du coup, elle est à combien ta formation principale? Tu la vends combien? Entre 450 et 600 euros en fonction du financement. Ok, oui, parce que du coup, tu peux la faire financer. Mm. Et du coup, pour avoir pour avoir le chiffre d'affaires correct, c'est un modèle où il faut quand même qu'il y ait pas mal de clients. Avec des offres, on n'est pas sur un prix haut de gamme où tu fais ton mois avec 3 clients, quoi. Non. Il faut quand même que tu aies pas mal de clients. Et du coup, tu fais comment? C'est ton système pour vendre, justement. On va dire tout le système pour attirer des gens. Et puis après, une fois que ces gens te connaissent, est-ce que tu fais des lancements? C'est ouvert tout le temps, on va sur ton site et puis on clique, on achète, ou bien tu as des lancements, tu as des tunnels de vente hyper optimisés. Enfin, comment ça marche, les rouages derrière? Les lancements, peut-être qu'un jour ça changera, hein, mais j'ai envie de dire no way. Je peux pas. Voilà. Donc non, elle est disponible tout le temps. S'il y a vraiment fermeture, lancement et tout, c'est parce qu'il y a une grosse mise à jour. Il y a quelque chose qui fait que j'ai besoin de bloquer un peu les ventes pour me concentrer sur la formation ou tout le système, justement, toute la logistique derrière. Ok. Et du coup, ça se vend, tu as quoi? Tu as une suite d'emails, tu as des tunnels ou tu en parles dans ta newsletter? C'est plus ou moins automatisé? Bah, tunnel, non, j'ai j'ai une newsletter, mais non, tu vois, c'est le genre de choses que tu mets sur ta to-do parce que tu te dis, ouais, ça serait bien. Et puis, 1 an, 2 ans plus tard, c'est toujours sur la Toujours to-do. sur la to-do. Mais non, mais j'aime bien garder en même temps voilà, ce côté simple et plus spontané où il n'y a pas grand-chose vraiment de préétabli. Je sais que ça va se faire, mais ce n'est pas la priorité. Donc, ma communication, c'est essentiellement avec Instagram et mon blog. Mon podcast, un petit peu, mais voilà, c'est beaucoup plus le blog et Instagram. Derrière, il y a la newsletter, mais pas de système très Ok. ficelé. Juste après, tu en parles dans ta newsletter, c'est disponible sur ton site. J'imagine que tu en parles un peu sur tes réseaux de temps en temps, et puis Mm. les gens qui sont prêts à acheter, ils achètent, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, y a toujours le bouche à oreille. Oui. Voilà, et puis sur les réseaux, bah, on repartage un petit peu voilà, en story, des choses comme ça. Hmm. Et c'est vrai que tu étais C'est une des... combien de... Pardon, Vas-y. 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 C'est combien de... Parce qu'il y a deux choses quand j'entends ça, je me dis, waouh, il faut beaucoup de monde par mois, ou en tout cas, il faut un certain nombre de clients par mois. Et en plus, il faut tout le temps des nouveaux clients, parce qu'une fois qu'on a suivi la formation, on ne va pas la racheter. Ouais. Comment tu gères ça, il te faut combien de clients, ou tu as à peu près combien de clients qui l'achètent la formation par mois? Et comment ouais, tu gères le fait qu'il faut tout le temps faire rentrer de nouvelles personnes. Donc la visibilité, c'est un gros quand même volet de ton activité. Ouais, comment je gère? Non, c'est que j'ai envie de dire, je gère pas vraiment en fait. Hmm. Disons que si je suis totalement inactive, forcément à un moment il va y avoir une baisse et voilà, je peux me trouver dans une situation où j'ai pas assez de clients par rapport aux charges. Mais j'ai pas une gestion vraiment par rapport à un objectif de vente.
Ma gestion, c'est juste maintenir une présence, mais sans... Je suis loin de m'épuiser sur les, les réseaux. Comme là, pendant l'été, j'ai coupé. Donc, au départ, je devais couper juste pendant l'été. J'ai coupé au final pendant 3 mois. Voilà. Donc, euh, c'est pas vraiment un truc que je gère, que je pousse parce que derrière, il faut les ventes. Mm. J'assure juste pour avoir toujours cette visibilité où c'est une stratégie de contenu qui est quand même établie. J'ai commencé en 2017 sur le blog, donc j'ai quand même des articles qui tournent depuis plusieurs années. Il y a pas mal de supports en fait qui restent là en fond, même les posts Instagram. Ça fait que quand tu consultes, bah, tu peux quand même remonter un petit peu dans les archives. Il y a quand même un fond en fait de ressources qui font que même quand je ne communique pas de manière active, c'est pas non plus le vide total. Ouais. Donc en fait, tu as créé des espèces de ressources, on va dire, un peu clés sur les sujets que les gens ils vont se poser quand ils ouvrent cette micro-entreprise ou quand ils cherchent les démarches pour gérer ou créer leur entreprise. Tu as créé un peu des contenus de référence dessus il y a quelques années que tu remets à jour quand il y a besoin. Et c'est ça qui fait que les gens continuent à te trouver et continuent à te découvrir, même si tu ne passes pas ta journée sur Instagram à poster la moindre minute de ta vie. Et ça, c'est moi sous la douche. Je pense aussi à la paperasse sous la douche. Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'était même pas dans cette idée au départ, hein. C'est par rapport aux idées de contenu que j'avais, aux problématiques que je percevais. Bon, bah, j'écrivais des articles, ça n'allait pas plus loin dans ma réflexion. Il n'y avait pas vraiment une stratégie ciblée dessus. Mais au fur et à mesure, c'est le résultat auquel je suis arrivée. Donc, quelque chose que je continue d'alimenter, mais pas forcément de manière active. Et si je dois me dégager du temps pour d'autres projets, bah, cette partie-là, je vais prendre le temps de voilà, je vais prendre le temps que j'aurais consacré à ma création de contenu pour me focaliser sur d'autres choses. Du coup, ça arrive plutôt par Pinterest et du référencement, les gens sur ton site. Ouais. Ça. C'est une stratégie de chercheuse, ne cherche pas. C'est une stratégie de structuré introverti, ça. Mais J'avoue. aujourd'hui, je ne sais pas exactement, comme tout s'entrecroise au final. Oui, bah, Voilà, c'est difficile de savoir, est-ce que c'est plus le blog par Pinterest, sauf les fonctionnaires. Les fonctionnaires, je sais qu'ils arrivent par Google. Ça, c'est... mais sinon, voilà, avec Instagram, parce que à chaque fois, c'est tout un parcours, en fait. C'est une oui. boucle qui se fait. Oui, puis on peut voir le premier contact, mais en réalité, c'est rare que les gens achètent au premier article qu'ils lisent. Donc, Mm. d'où l'intérêt de les capter sur une newsletter et de pouvoir les recontacter après, quoi. Mais, ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, justement, de ne pas être tributaire des algorithmes des réseaux sociaux et du coup d'être obligé même en vacances ou de partir en vacances avec la petite goutte de sueur sur le front en mode oh mon Dieu, on va m'oublier pendant ce temps-là. Donc c'est top comme système en fait. Même si c'était venu, du coup, je pense vraiment parce que ça a été le même système que moi j'ai pour mes 2 premiers blogs avant de rejoindre les aventurières où je peux partir, enfin là, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas fait de contenu, et il y a toujours quasiment autant de nouveaux abonnés à ma newsletter. Bon, du coup, j'ai quasiment plus rien à vendre, donc pour le coup, il n'y a plus beaucoup de chiffre d'affaires. Mais je pense que c'est quand même un truc une stratégie, je dis ça de manière très empirique, qui correspond bien aux personnes structurées et peut-être même à ce que nous, on appelle le profil chercheuse structuré et introverti, en fait. De donner de l'info qui est assez structurée, et du coup, ça parle bien aux algorithmes de référencement. Mm. Et du coup, ça paye sur du long terme, quoi. Ouais, mais même sur les réseaux, hein, ça c'est toujours une peur qu'on a. Enfin, je parle pour Instagram, hein, parce que les autres, faut pas me chercher dessus. Voilà, de se dire si j'arrête là, c'est la catastrophe, ça va couler, l'algorithme ne montrera plus jamais mes contenus. Bah, là, j'ai arrêté pendant 3 mois. Quand j'ai posté après, c'est pas non plus la cata, ça va. C'est sûr que ça freine la croissance du compte si c'est un objectif, bon bah oui. Mais voilà, c'est pas non plus, on ne tombe pas dans l'oubli, dans le silence. En fait, je kiffe parce que, bon, déjà, c'est tellement loin de la façon dont moi je développe mon business que je trouve ça très intriguant.
Mais en fait, ce que j'entends et qui est, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui stressent et qui aujourd'hui, des fois, c'est un peu triste et même nous, on est un peu tombés dans ce piège. Donc, ça fait vachement écho à des discussions qu'on a eues récemment, de se dire, bon, bah, si on veut toucher des nouvelles personnes, aller au-delà de notre communauté, bon, bah, les réseaux sociaux, c'est un peu la solution évidente. Et puis, tu te retrouves un peu esclave à faire un truc, pas parce que tu as envie ou parce que c'est ta façon naturelle de t'exprimer, je sais pas quoi, mais parce que le réseau, il te demande ça et du coup, il faudrait faire ça. Et ça devient des trucs absurdes parce qu'en fait, il y a toujours un juste milieu. Mais là, ce que j'entends, c'est que toi, tu as répondu aux questions que les gens se posaient. Tu t'es dit, je vais faire des trucs utiles, je vais répondre aux questions qu'on me pose souvent, ou en tout cas aux questions que je vois se répéter. Et en fait, ça fait du contenu de référence. Et donc, même si c'était pas très conscient, ça fait vraiment d'une très belle stratégie de long terme. C'est-à-dire que, bah voilà, comme tu dis, ça fait 4 ans et les contenus, ils continuent à amener du monde, à répondre aux questions des gens et du coup, à faire des rencontres entre les gens qui veulent aimer la paperasse ou qui désespèrent de la paperasse et cette personne incroyable, cette licorne qui aime la paperasse pour de vrai et qui leur donne les clés. Et ouais, merci d'amener ça parce que je pense que c'est quand même la première, dans nos interviews, la première fois qu'il y a un business qui fonctionne de cette façon-là, avec autant de simplicité aussi et bah, c'est comme ça que tu aimes faire et ça casse beaucoup de mythes sur ce qu'il faut faire pour qu'un business marche. Ouais. Et c'est là, le truc de fond est là, en fait, tu réponds aux questions que des gens se posent. Peu importe à la limite où, avec quel bon hashtag et quel mot-clé qui va bien, c'est juste qu'il y a des gens qui se posent la question et ils ont besoin de la réponse. Et je mettrais juste un petit bémol à ça, vous n'êtes pas non plus 112 à répondre à ces questions. Ça devient un peu plus problématique, il faut un peu plus de stratégie quand il y a beaucoup de concurrence. Mais du coup, ça fonctionne bien, d'où l'intérêt de connaître les gens et les questions qui se posent en fait. Oui, après, c'est pas non plus total freestyle, c'est plus que du coup, je vais pas forcément me focaliser sur la quantité où il faut absolument continuer à alimenter de manière hyper régulière. J'aimerais bien, hein, mais j'ai pas forcément l'énergie pour ça, j'ai pas forcément le temps pour ça. Donc voilà, à un moment, ça m'a quand même travaillé, je pense, comme tout le monde. Mais il y a un moment où je me dis, de toute façon, je peux pas. Et surtout, je refuse c'est ça, de devenir esclave des réseaux parce qu'on m'a dit que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas mon travail, c'est pas ça mon travail. Donc, je vais quand même y passer du temps, mais je vais plus passer du temps du coup à travailler entre guillemets un contenu parce que quand je dis ça, on va s'attendre à un truc super léché et tout. Non, mes contenus sont toujours simples, mais à savoir juste sous quel angle je vais le présenter pour essayer d'avoir quelque chose de pertinent et voilà, assurer une certaine cohérence. Mais j'essaie de garder ce recul en fait. Non, mais c'est top. C'est top parce qu'on peut vite avoir tendance à tomber dedans. Du coup, aujourd'hui, justement, ça fait plusieurs fois que tu effleures le sujet. Quel est ton rythme de travail, justement? Enfin, quand je dis aujourd'hui ou ces derniers... Alors, pas du coup les 3 derniers mois, ça comptait pas, c'était les vacances. Mais en général, depuis 1 an, là, est-ce que tu as un rythme de travail qui est toujours pareil? Tu vois, comment tu bosses? Est-ce que c'est régulier ou est-ce que tu es plutôt du genre à travailler par des semaines de 60 heures et puis, enfin, avec 2 enfants en bas âge, je ne suis pas sûre. C'est quoi ton rythme en fait? Genre combien d'heures par semaine, si c'est quantifiable en par semaine ou plus si c'est par mois ou... Alors, à un moment, j'enregistrais tous mes temps de travail pour me rendre compte des tâches, justement du temps passé, du temps vraiment passé, qui ne correspondait pas à la sensation que j'avais. Et j'étais arrivée à plus ou moins 39 heures par semaine. Okay. Après, c'est très, très irrégulier. Ça, j'admire hein, les gens qui font faire un planning parfait et le suivre à la lettre. Mon planning, il est toujours magnifique, mais je ne m'y tiens jamais. Intéressant. Ça répond à une question, je pense, enfin, je ne sais pas si la personne qui me l'a posée écoutera cette interview, mais qui me demandait est-ce que quand on est structuré,
on tient les plannings, on les fait, oui, mais on les tient, c'est autre chose. C'est juste qu'on sait les faire, en fait. Mais j'adore quand il faut faire des plans, concevoir les choses, voilà, tout organisé, tout structuré. Ouais. Ça, tout Mais l'intérêt est de faire l'outil, mais pas de le suivre. ouais, en tout cas, en matière de gestion du temps, non, j'arrive pas en fait parce que mon énergie, elle est très fluctuante. Et voilà, j'ai des gros besoins à ce niveau-là. Et du coup, si ça colle pas, bah, en fait, ça sert à rien que j'essaye de lutter contre. Je vais rester là à essayer de me cantonner à une tâche. Je vais y passer 3 heures et le travail sera toujours pas fait. Donc voilà, j'essaye de jongler par rapport à ça et puis par rapport à la vie de famille, par rapport à plein de choses où ça bouge tout le temps. Donc ça fait que moi aussi, mon rythme, il bouge, que ce soit en volume, en organisation. Ouais, Voilà. c'est bien. Je garde toujours cette flexibilité. Tu t'écoutes. Écoute Mais ton rythme. j'ai pas le choix. J'arrive pas à faire autrement. Ok. Et du coup, là, tu as ce rythme-là et ça a été un peu plus chaud les 2 ans où tu travaillais en même temps. Du coup, il y a aussi ça peut-être qui fait que tu as appris d'avoir un peu forcé quand tu étais tout jeune maman et fonctionnaire et entrepreneur en même temps, 3 casquettes. Du coup, maintenant, tu as appris à écouter, à justement profiter, comme tu disais tout à l'heure, profiter de cette indépendance, cette liberté d'organisation, quoi. Ouais, puis en pratique, je me suis rendu compte aussi que par rapport à ce que j'arrivais à fournir dans cette période et après, bah, finalement, il n'y a pas tant de différence parce que j'avais assez peu de temps à consacrer à mon entreprise, mais voilà, le temps que j'avais, j'étais super concentrée, j'étais super productive, j'y allais à fond et voilà, on va à l'essentiel. Enfin, vraiment le minimum pour avoir les résultats. Ouais. Et au final, quand tu as plus de temps, bah, souvent, tu as tendance naturellement à être moins efficace. Donc, j'ai plus changé ma manière de travailler, mais ouais, je cherche pas. Aujourd'hui, je me dis que c'est comme ça, surtout que mes enfants sont encore jeunes. Donc, je ne cherche pas à aller au-delà. Et ça a été quoi sur tes années d'entrepreneuriat, là, est-ce qu'il y a des déclics, des prises de conscience ou des révélations que tu as envie de partager sur la paperasse ou sur d'autres choses? Je ne sais pas si on a des révélations sur la paperasse, mais peut-être que tu as envie de partager là si tu vois un entrepreneur. Qu'est-ce que de ton expérience tu trouverais de plus précieux à lui transmettre? Ou une entrepreneur, évidemment. Des révélations, il y en a tout le temps, il y en a plein. Bah, comme sur ça, sur la gestion du temps ou sur l'énergie, pour moi, ce qui revient, c'est vraiment que je vais dire un truc que je suis encore en train de travailler. On sait qu'on est différent, on sait qu'on a des atouts différents, des besoins différents, mais c'est tout un travail de, par contre, intégrer vraiment cette idée qu'on est différent et que du coup, on doit fonctionner d'une manière différente. Que ça ne sert à rien, en fait, d'aller contre sa nature, de vouloir reproduire ce que X, Y, Z fait parce que lui, il a ses super résultats. Voilà, on n'est pas fait pour faire les mêmes choses, pour fonctionner de la même façon. Donc, à partir de là, ben ouais, ça demande un travail d'adaptation et d'acceptation déjà de ces différences pour en faire quelque chose. Top. Ouais, c'est clair. On ne peut pas reproduire, malgré ce que veulent nous vendre parfois certains marketeurs, on ne peut pas reproduire des systèmes qui marchent pour les autres. C'est pas si simple. À moins d'avoir vraiment le même profil, les mêmes clients, et encore. Et encore, parce que derrière, est-ce qu'on a vraiment les mêmes objectifs? Ouais, c'est ça. Dans le fond, je suis pas sûre que ça soit souvent le cas. Hein. C'est clair. C'est du test and learn, quoi. Du coup, alors on va passer à une de mes questions préférées. Donc toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat donc il y a 3 ans, à temps plein depuis presque un an.
au bout de combien de temps, de mois, d'années, je ne sais pas, tu as pu te payer convenablement et si tu veux préciser un chiffre, une fourchette de chiffres, parce que pour certains, convenablement, ça va être 1 000 € et pour d'autres, ça va être 5 000, juste pour ramener les choses à la réalité. Vraiment confortablement. La première année, c'est sûr que non. On va dire au bout d'1 an et demi à peu près. Ok. Ouais. Et du coup, enfin, confortablement. Oui, convenablement, tu vois. Ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an et demi à peu près, j'aurais pu envisager de quitter mon travail et voilà, sans avoir une vraie perte de revenus. De revenus. Ok, merci. Ouais, donc 1 an et demi, c'est généralement... Enfin bon, on va voir. Je vais faire des statistiques, un tableau Excel. Évidemment. Pour finir, c'est ma question préférée, la question cimetière. Si, justement, tu parlais d'objectifs tout à l'heure, si on se télétransporte à la fin de ta vie, à la minute de rendre ton dernier souffle, mais tu es quand même pleinement consciente et tu regardes derrière toi avec plein d'amour et de fierté et d'accomplissement de ta vie, de quoi tu as envie d'être le plus fier au bout du bout? Waouh. La question qui tue. C'est la question qui tue, on est d'accord. Non, c'est la question de avant de mourir. Oh, pardon. On n'est pas spécialement dans le pro, là, du coup. Non. Dur, hein, j'avoue. Non, c'est pas forcément pro. C'est la première chose qui te vient de... Avoir fait du bien autour de moi. Ouais. Trop bien. Merci. Ouais. J'aimerais pas qu'on me pose cette question, moi. On s'est demandé nous-mêmes, genre, merde, qu'est-ce qu'on répondra à cette question? On a préparé nos réponses. Ah, c'est l'arnaque, là. Non, moi, je sais que je réponds à cette question. On fera notre interview mutuelle, du coup, on la fera dans notre interview mutuelle. Mais bon. Mais Non, en c'est tout cas, spontanément. Hein. Ouais, c'est chaud. Mais c'est rigolo parce que je pense qu'on voit aussi le profil des gens introvertis, extravertis par rapport à cette question. Ça, c'est intéressant. Pareil, je vais faire un tableau statistique. Nouveau tableau. Un nouveau tableau. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité et pour tes réponses qui étaient hyper riches et apprenantes, je pense, pour ceux qui veulent ceux et celles qui veulent se lancer, et pas que, j'ai envie de dire, pour ceux et celles qui sont déjà même lancés dans l'entrepreneuriat. Avant de nous séparer, dis-nous, on peut te retrouver en priorité, Stéphanie. Donc, on a dit Instagram, tout ça, mais c'est où le mieux pour te retrouver? Instagram ou sur mon site, tout simplement. Ok, on mettra les liens autour de cette vidéo. Merci beaucoup, Stéphanie. Et merci à ceux et celles qui nous ont regardés. Et on vous dit à bientôt pour une autre interview d'entrepreneur. Merci à vous. Merci.